Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce lundi. La Cour des comptes publie son rapport annuel en application des hautes orientations royales dans le domaine de contrôle des finances publiques et de promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes. Des actes de vandalisme d'une extrême violence sont survenus hier après le match qui a opposé le Maghreb de Fès à l'AS FAR au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de la capitale. Des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre et d'importants dégâts matériels. La Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle desserte Casablanca-Tel Aviv. Le lancement effectif de la nouvelle route se fera à raison de 4 fréquences par semaine pour passer rapidement à 5 vols. Et comme tous les lundis, nous retrouvons la chronique sport de Boubkir Ben Rabrit. Au programme, les 16e de finale de la Coupe du Trône, le championnat du motocross du Maroc et la Ligue des champions d'Afrique. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Madame Katalin Novák à l'occasion de son accession à la magistrature suprême de la République de Hongrie. Dans ce message, le souverain réaffirme sa détermination à œuvrer de concert avec la nouvelle présidente de Hongrie pour renforcer les relations existantes entre les deux pays et hisser le niveau de leur coopération constructive pour couvrir l'ensemble des domaines au bénéfice des deux peuples amis. Autre message royal de félicitations à M. Yoon Suk-yeol à l'occasion de son élection à la présidence de la République de Corée. À cette occasion, Sa Majesté le roi réaffirme sa détermination à œuvrer de concert avec le nouveau président sud-coréen pour consolider les relations de coopération distinguées qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République de Corée. À la une de l'actualité nationale ce lundi, la Cour des comptes rend public son rapport annuel sur ses activités et celle des cours régionales des comptes au titre des années 2019-2020 en application des hautes orientations royales. L'objectif est de veiller à ce que l'instance accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l'exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Mohamed Aïtejgar pour le développement. Le rapport annuel sur les activités de la Cour et des cours régionales des comptes au titre des années 2019 et 2020 est téléchargeable sur le site du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gov.ma et sur le site officiel de la Cour des comptes www.courdescomptes.ma. Un rapport rendu public en application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi pour veiller à ce que la Cour des comptes accomplisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de l'exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, et conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution. Ce rapport est publié au bulletin officiel en date de ce 14 mars 2022. Le rapport s'est focalisé exclusivement sur les synthèses des thématiques les plus importantes liées à la gestion publique, avec des recommandations et des pistes de réforme proposées en vue d'améliorer la gestion des finances publiques et celle des services et organismes publics et des programmes et projets ayant fait objet de contrôle et d'évaluation. Ce rapport annuel, au titre des années 2019 et 2020, est divisé en 4 chapitres, traitant chacun des attributions dévolues aussi bien à la Cour des comptes qu'aux cours régionales des comptes. Le chapitre 1er relatif aux compétences juridictionnelles, en l'occurrence la vérification et le jugement des comptes et la discipline budgétaire et financière, comporte d'une part des statistiques sur les activités des juridictions financières pour ces 2 compétences, et d'autre part les principes et règles saillants tirés des arrêts et jugements prononcés par ces juridictions dans ce cadre. Ces règles constituent des leçons et des enseignements que les responsables des organismes concernés, à divers niveaux et qualités, peuvent exploiter pour éviter les pratiques ayant fait l'objet de ces arrêts et jugements. Elles peuvent également contribuer à l'interprétation et à la clarification de certaines dispositions en rapport avec la gestion financière et comptable des organismes publics. L'accent
émis dans ce rapport annuel sur le renforcement de la fonction de dissuasion générale et particulière, des attributions juridictionnelles, de manière à assurer la sécurité judiciaire, à diffuser la culture de bonne gestion et à renforcer les principes et valeurs de bonne gouvernance. Quant au deuxième chapitre, il est consacré au contrôle de la gestion, y compris l'évaluation des projets et des programmes et l'emploi des fonds publics. 665 missions de contrôle ont été menées au total par les juridictions financières, dont 107 réalisées par les chambres de la Cour des comptes et 558 par les 12 cours régionales des comptes. Sur cette base, 35 synthèses des observations et recommandations les plus importantes ont été préparées et classées par secteur ou thème. Ces synthèses portent sur des thématiques diverses, les secteurs financiers et administratifs, l'éducation, la formation, le sport, la santé ou encore l'action sociale, ainsi que sur les secteurs productifs, l'équipement et l'habitat, et ensuite sur des thématiques à dimension territoriale qui concernent principalement la gestion des projets mis en œuvre dans les régions du Royaume, ainsi que la gestion de certains équipements et services publics locaux. Chaque synthèse, figurant dans le deuxième chapitre du rapport annuel, est composée de 2 parties. La première est réservée aux observations et recommandations des juridictions financières et la seconde contient, conformément aux articles 99 et 100 du Code des juridictions financières, elle contient les réponses des organismes concernés par la synthèse. La Cour des comptes veille à ce que les synthèses élaborées fassent l'objet d'une procédure contradictoire avec tous les organismes concernés par le thème de la synthèse. En outre, elle a œuvré pour l'intégration de ces réponses au sein des synthèses, par l'insertion d'extraits de réponses juste après les observations correspondantes, tout en les commentant le cas échéant. D'autre part, les observations insérées dans les synthèses sont exclusivement celles afférentes à la gestion. Quant aux observations relatives à des actes de nature à constituer des infractions aux règles juridiques et susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des gestionnaires, elles font l'objet de rapports à part, en vue d'initier les poursuites pouvant déboucher sur des sanctions disciplinaires administratives ou dans le cadre de la discipline budgétaire et financière devant les juridictions financières ou encore des sanctions pénales. S'agissant du 3e chapitre du rapport annuel, il concerne les attributions des juridictions financières relatives à la déclaration obligatoire du patrimoine, au contrôle des comptes des partis politiques et au suivi des recommandations ainsi qu'à la vérification des programmes financés par des organismes des Nations Unies. Enfin, pour le 4e chapitre, il présente un résumé des rapports sur l'exécution des lois de finances des exercices 2018 et 2019 que la Cour a envoyé auparavant au Parlement en date du 23 juin 2020 et du 18 octobre 2021, conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi organique 133 de la loi de finances promulguée le 18 juin 2015. Violence et vandalisme hantent à nouveau nos stades de football. Hier, des actes de vandalisme ont entaché au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat la fin du match qui a opposé l'AS FAR et le Maghreb de Fès pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Trône 2020-2021. Des éléments de la police et des forces auxiliaires ont été blessés à différents degrés. Plusieurs véhicules endommagés et des dégâts matériels engendrés au niveau de plusieurs installations et dépendances du stade. Des dizaines de jeunes présumés impliqués dans ces actes de vandalisme ont été interpellés. Mohamed Aitlishkar. Le bilan des actes de vandalisme donne une idée de la gravité de ce regain de hooliganisme. 85 policiers blessés à différents degrés, dont 63 transférés au CHU Ibn Sina, 14 admis à l'hôpital des spécialités, 8 autres à l'hôpital militaire de Rabat. Et il y a eu 18 éléments des forces auxiliaires qui présentent des blessures, hématomes et chymoses, évacués sur différents établissements hospitaliers à Rabat, et quelques 57 supporters blessés qui ont reçu sur place les soins nécessaires de la part des staffs médicaux. Côté dégâts matériels, des installations et dépendances du stade dégradées, un motocycle incendié, en plus de 33 véhicules appartenant à la police et à des particuliers garés pourtant à l'extérieur du stade, également endommagés.
Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale souligne l'interpellation au total de 160 individus, dont 90 mineurs, pour leur implication présumée, écoutez bien, dans le vandalisme lié au sport, le port d'armes blanches, l'ébriété manifeste, le jet de pierre couplé à la dégradation de biens publics et privés et l'incendie d'un véhicule. Les services de la DGSN soulignent que l'ensemble des individus interpellés ont été soumis aux procédures de l'enquête judiciaire ordonnées par le parquet compétent pour situer les niveaux et degrés d'implication de chacun d'eux et identifier toutes les personnes impliquées dans la perpétration de ces actes qualifiés par le communiqué de la DGSN de criminels. Le communiqué de la DGSN conclut que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance se poursuit pour identifier tout autre individu présumé impliqué dans ces actes de vandalisme. Sahara marocain, un accord de jumelage entre Dakhla et la ville italienne de Vibo Valencia a été signé aujourd'hui. Cette convention, la deuxième après celle signée samedi dernier entre Dakhla et la ville de Crotone, ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat dans les domaines économiques, touristiques, environnementaux, associatifs, culturels et sportifs, vu l'essor notoire que connaît la région Dakhla Oued Tahab. Un début de semaine pluvieux dans plusieurs régions du pays. De fortes pluies, parfois orageuses, de 30 à 50 mm intéresseront jusqu'à mercredi les provinces d'Essaouira, Tiznit, Izganait Melouch, Choukaït Bara, Agadir, Taroudan, Sidi Ifni et Guelmim. Des chutes de neige sont aussi au programme cette semaine, de 30 à 70 cm jusqu'à jeudi dans les provinces d'Azélal, Midelt, Ifran, Boulmant, Azazfro, Bnimelal, mais aussi à Khnifra, L'Haouz, Chichawa, Taroudan, Ouarzazat et Tinrir. À la une de l'actualité internationale, les hostilités en Ukraine. Au 19e jour du conflit, de nouvelles négociations ont eu lieu ce lundi entre Kiev et Moscou, alors que plus de 2 millions de réfugiés ont déjà quitté l'Ukraine. Sur le terrain, les forces russes se concentrent sur Kiev, tandis que les villes du sud du pays continuent d'être pilonnées. À Mariupol, privées d'eau et de vivres, plus de 2100 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. L'ouest du pays est désormais touché. Une base militaire à quelques kilomètres de la frontière polonaise a été bombardée par les Russes, faisant 35 morts et 134 blessés. Quelques 160 véhicules de transport ont pu sortir aujourd'hui via un couloir humanitaire de Mariupol, assiégé par les forces russes et séparatistes pro-russes. Et pendant ce temps, l'opération de rapatriement des étudiants marocains en Ukraine se poursuit. Ils sont déjà plusieurs milliers à avoir été évacués via les pays limitrophes comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie ou encore la Slovaquie. Les équipes consulaires sont sur le qui-vive. Une mobilisation totale de tous les instants. Myriam El-Missi. Après un périple pouvant prendre plusieurs jours, ils parviennent à l'un des postes frontières avec la Pologne, la Moldavie ou, comme sur ces images, la Roumanie. À leur accueil, les services diplomatiques marocains déployés en cellule aident les ressortissants marocains pendant leurs premières heures en Roumanie. Dès que nous avons franchi la frontière roumaine, on nous a porté assistance. Ensuite, notre voyage vers Bucarest s'est bien déroulé. Aussitôt arrivé, on nous a transférés à l'hôtel et aidé à avoir nos billets d'avion. J'ai fait mon départ depuis la ville d'Odessa. La traversée s'est déroulée sans embûches. Tout le monde était très solidaire. Une hospitalité particulière accordée par les ambassades du Maroc dans les 4 pays limitrophes. Une vraie planche de salut pour ces jeunes ressortissants vulnérables, logés et nourris avant de décoller au Maroc.
Le voyage était éprouvant, mais aussitôt arrivé en Roumanie, on a eu le support qu'il fallait. On se trouve actuellement près de l'ambassade du Maroc en Roumanie. On vient de délivrer nos passeports pour la suite des démarches de rapatriement. Juste après, on sera logé dans un hôtel. Nous pourrons enfin nous reposer avant de rentrer au Maroc. À la 3e semaine du conflit, la mobilisation des cellules de crise et des équipes de terrain ne diminue pas d'un iota. À ce jour, plusieurs milliers de Marocains ont pu rallier le sol du royaume. Maroc-Israël, la Royal Air Maroc poursuit la diplomatie aérienne. Un vol inaugural de la compagnie nationale entre Casablanca et Tel Aviv est inauguré. Qais Mohsin, Fouad Lahrache et Oumaima Ramdi pour les développements. Aéroport Mohammed V de Casablanca hier. Derrière ces guichets, les premiers passagers à destination de Tel Aviv entament leur procédure d'embarquement. Une ligne régulière inaugurée par ce premier vol. À son bord, une importante délégation d'opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture. L'art, la culture est le meilleur vecteur à la fois de paix, de fraternité entre les peuples et entre les religions. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce voyage inaugural. J'ai presque tout un programme avec tous les directeurs et les conservateurs des musées. Beaucoup de relations avec les Israéliens, toujours avec eux en relations commerciales, les touristes, alhamdulillah. Prospecter les opportunités d'investissement, mais également encourager le tourisme entre les deux pays. Désormais, plus que 5h20 de vol direct séparent les deux métropoles, Casablanca et Tel Aviv. C'est un vol historique, on devait le faire depuis déjà très longtemps et on est très honoré de le faire avec mon ami. C'est mémorable, c'est magnifique, c'est juste un rêve. Voilà, c'est quelque chose qui était inespéré et qui se réalise. 4 vols par semaine, voilà le programme initial de la Royal Air Maroc. Une fréquence hebdomadaire de 4 vols dans un premier temps pour passer rapidement à 5 vols par semaine. I believe that because of our history, les Israéliens entretiennent un lien très spécial et unique avec le Maroc. Cette ligne facilitera à nos citoyens le voyage vers cette destination des plus prisées. in Morocco, This direct route will definitely bring our people even closer. Nous sommes convaincus que cette nouvelle ligne aérienne viendra rapprocher encore plus les peuples marocains et israéliens. C'est d'ailleurs l'objectif et la mission principale de notre compagnie aérienne. It will reinforce human, cultural. En plus de la ligne Casa-Tel Aviv assurée par la compagnie nationale, l'israélienne El Al programme des vols réguliers reliant Tel Aviv à Marrakech à raison de 3 rotations par semaine. Et en marge de l'inauguration de ce vol Casablanca-Tel Aviv, un accord a été signé entre l'ARAM et El Al Israel Airlines. Un accord de partage de code. Le partage de code effectif dès aujourd'hui inclura dans une première phase les vols directs entre le Maroc et Israël. Cet accord permettra d'offrir aux clients des deux compagnies plus d'options en termes d'horaire et de combinabilité entre Marrakech, Casablanca et Tel Aviv et reliera les réseaux des deux compagnies avec des connexions plus fluides grâce à la possibilité d'enregistrement des passagers et bagages de bout en bout. Une tendance à la baisse qui se confirme de jour en jour. Seuls 29 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures, mais on déplore 4 nouveaux décès. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre de primo-vaccinés atteint un peu plus de 24 769 000. Les personnes ayant reçu 2 doses se chiffrent à 23 231 420 et près de 6 millions ont eu la dose de rappel. Il est temps de retrouver à présent la chronique sport de Boubkir Benrabrit. Bonsoir Boubkir. Bonsoir Iman. Alors on l'évoquait en début de l'édition, les actes de vandalisme qui ont entaché hier le match qui a opposé le Maghreb de Fès à l'AS-FAR, un triste phénomène qui déshonore le fair play. Effectivement, donc nous
nous entamons le journal Le Sport par cela. C'est malheureux et c'est triste. Nous en avons parlé en début de journal, les actes de vandalisme qui ont éclaté hier au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat à la fin du match, ayant mis aux prises les Phares et le Maghreb de Fès pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Trône 2020-2021. Des actes de vandalisme qui ont occasionné des dégâts humains matériels au niveau de plusieurs installations et dépendances du stade. Plusieurs éléments de la police et des forces auxiliaires ont été blessés à différents degrés. Plusieurs véhicules endommagés. Une affaire d'ailleurs à suivre. Et cela est arrivé justement juste après la rencontre du Maghreb de Fès face au Phare de Rabat. Le Maghreb de Fès qui a pris le meilleur sur les Phares 2-0, qui poinçonnent ainsi son ticket pour le tour suivant. Les jaunes et noirs ont fait mouche dès le début de la rencontre par le biais de Al-Addin à la 7e minute, qui a ouvert le score de la tête à la réception d'un corner. Menés au score, les locaux ont jeté tout leur poids dans la rencontre, surtout en deuxième mi-temps, sans parvenir à rétablir la parité face à une défense de masse très solide vers la fin du match. 88e, les visiteurs ont assuré le résultat par un but décisif de Ayoub El-Khdar. Le MAS rejoint ainsi au 8e de finale le FUS de Rabat, l'Union Touarega, Shabab Mohammedia, Shabab Atlas Khnifra, l'association Mansourga, Youssoufia, Brchid, Olympique, Safi, Hassani Degadir et Difa Al-Hassani Del Jadida. Et sur votre petit écran, vous allez le voir, les résultats complets de ces 16e de finale de la Coupe du Trône. À retenir donc la qualification pour le prochain tour du FUS de Rabat, qui a pris le meilleur sur le Wydad de Fès. 4 tirs au but à 4 après que le match soit terminé, un but partout. Qualification également du Youssoufia Barchid. Et n'oublions pas également la jeunesse sportive Selmi, qui s'est qualifiée aux dépens du Tihad de Casablanca, 2-1. Et on enchaîne Boubkir avec la CAF et la Ligue des Champions. 3 clubs marocains ont été en lice, Berkane, le Raja et le Wydad Casablanca. Effectivement, on parle football toujours, et cette fois-ci le coupe de la CAF. La Renaissance de Berkane s'est inclinée sur la pelouse du club tanzanien de Simba par 1-0. Cela s'est passé à Dar es Salaam en match de la 4e journée groupe D. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Pape Sakou à la 44e minute. Après ce match, eh bien, les Oranges reculent provisoirement à la 2e place, 6 points au profit de leur adversaire du jour, devenu leader avec 7 points. En Ligue des champions d'Afrique, eh bien, le Raja de Casablanca s'est incliné sur la pelouse des Guinéens de Horia Conakry par 2-1. C'était ce week-end pour le compte de la 4e journée groupe B. Les Verts ont ouvert le score par le biais de Hamid Haddad à la 19e, mais les locaux ont renversé la tendance après les buts de Mandela à la 26e et Barry à la 29e. Après cette défaite, eh bien, la première en cette phase de groupe, le Raja est toujours leader avec 9 points, alors que Horia Conakry prend ses 3 premiers points. Et on clôt cette chronique par les résultats de l'avant-dernière étape avant la finale du championnat du Maroc motocross. Je pense qu'il mène juste une petite précision avant de passer au motocross. Toujours en Ligue des champions, n'oublions pas que le Wydad de Casablanca est devenu la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire. L'équipe casablancaise a réalisé une bonne opération en s'imposant chez son rival égyptien par 1-0. Donc on enchaîne finalement avec le championnat du Maroc de motocross, l'étape de l'avant-dernière. Et effectivement, nous terminons par la compétition de motocross et de cross-country qui s'est déroulée à Sidi-Boutache dans le cadre du championnat du Maroc. Nous allons le voir sur ces images. Une compétition qui clôture la saison organisée sous l'égide de la Fédération royale marocaine de motocyclisme. Plusieurs concurrents se sont illustrés lors de son championnat du Maroc. Ayoub Mdarfi, Hatim El-Htimi, Zakaria Agharbi, sans oublier bien sûr les vainqueurs Anwar Hachti et Ayman Saadi. Rendez-vous est pris à Agadir pour la dernière manche. Ça sera les 26 et 27 de ce mois pour connaître d'ailleurs le vainqueur de cross-country.
Et c'était tout pour ce soir, Boubacar. Prochaine chronique, ça sera bien sûr vendredi. Rendez-vous noté et à vendredi prochain. Ils influencent vos goûts, votre hygiène de vie, votre shopping, vos idées et vos pensées. Les blogueurs et influenceurs dominent le net et comptent des followers par des centaines de milliers, voire des millions. Les blogueurs les plus en vue de la scène marocaine partagent leurs expériences dans leurs domaines respectifs sur le grand écran. Un long métrage qu'ils ont produit eux-mêmes. Nous allons le voir dans ce reportage de Houri Boutib Ahmed El-Hamri avec un commentaire de Dominique Orlando. On dit que ce sont des influenceurs et que leurs moindres faits et gestes sur le net sont scrutés et suivis par des milliers d'internautes, parfois même par des millions. Je me suis lancée dans le domaine de l'influence en 2015. Aujourd'hui, le nombre de mes followers a franchi la barre des 7 millions. Le contenu que je poste reflète la réalité de mon quotidien. C'est tout. À l'image de certaines personnalités marquantes auxquelles il est possible de s'identifier, ces blogueurs et ces blogueuses génèrent en permanence un flot de sollicitations, d'attentes et d'exigences en tout genre. Être influenceur, c'est une responsabilité. Il faut être conscient de ce que l'on poste. Nos posts peuvent influencer des milliers de jeunes et c'est justement pour cela qu'il faut bien penser avant de poster quoi que ce soit. Des milliers de personnes d'un coup. Le plus difficile dans ce monde virtuel et quelque peu éphémère, c'est de perdurer et de ne surtout pas faire la comparaison avec toutes ces étoiles filantes finalement viables. Un seul trimestre. En ce sens, la persévérance de certains et certaines est à saluer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Mohamed Abdelhamidi. À demain.